Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Think Holistic. Continuons ce tour d'horizon des 8 circuits du modèle des 8 circuits de conscience de Timothy Leary. Et cette vidéo va être dédiée au troisième circuit, le circuit intellectuel ou mental. Un circuit pour lequel personnellement je suis resté, on va dire, bloqué pendant un certain temps. Si je peux dire bloqué parce que il faut prendre les choses en globalité. Mais c'est vrai que j'ai tout particulièrement, moi, eu du mal à sortir un petit peu de la dimension de l'intellect. Pour autant, j'avais quand même cette intuition et cette appétence vers la spiritualité. Donc il y avait quand même en moi cette préouverture du septième circuit. Mais c'est vrai, je le reconnais avec le recul qu'effectivement, pour moi, le troisième circuit, ça a été un point problématique on va dire, dans mon cheminement. Mais c'est pas du tout problématique en soi, bien au contraire. On pourrait parler justement de crise ou d'étapes de cheminement, et on en a connu tous, en fait. Le plus important, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de relativiser les choses, ainsi que de les contextualiser. Alors, après cette petite aparté sur mon histoire personnelle, donc ce troisième circuit, donc c'est le circuit intellectuel, c'est-à-dire c'est vraiment le circuit de l'analyse, le circuit du raisonnement, le circuit du langage aussi, hein, parce que après avoir conceptualisé, réfléchi, analysé un sujet, il faut pouvoir effectivement en parler, le partager avec les autres. Donc en fait, on pourrait dire aussi que c'est le circuit de la cognition dans le sens de traitement de l'information. Il y a une partie de la psychologie qui est dédiée à ça, donc la psychologie dite cognitive. Et on peut rapprocher effectivement quelque part le fonctionnement du cerveau à un ordinateur. C'est-à-dire, on a d'un côté une mémoire vive qui correspond au RAM, et à la RAM, pardon. On a un côté mémoire morte, on a aussi un processeur qui traite l'information, et on a des limites de capacité de traitement de données. Bon. Mais il faut donc mettre tout ceci en perspective et comprendre qu'en fait, le cerveau a une grande plasticité et une grande capacité de développement. Et tout l'intérêt, c'est au contraire de favoriser pleinement son fonctionnement en travaillant sur d'autres dimensions qui vont du coup être des soutiens au bon, on va dire, au bon fonctionnement cérébral. Et en l'occurrence, on parlera justement des circuits, en quoi ils supportent ce fonctionnement du troisième circuit. Eh bien, quand ce troisième circuit il est effectivement dans un état de sursollicitation, eh bien, on a une démarche qui est beaucoup trop rationalisante, qui est en rejet d'autres dimensions, et qui parfois peut tourner aussi en boucle, un petit peu comme si elle était dans sa propre sphère et coupée en fait entre guillemets du réel et du concret. Et c'est notamment ça a pu se passer en philosophie. Donc, enfin, avant, on parlait pas de philosophie. Pendant la Grèce antique, à Athènes, et Socrate avait de longs échanges avec ce qu'on appelait les sophistes, qui étaient les sages. Et en parlant avec eux, en leur posant des questions, comme vous le savez, et il réussissait à leur faire comprendre au bout d'un moment à quel point leur raisonnement n'avait pas de sens. Et en fait, c'est un peu tout cela la problématique avec ce troisième circuit, c'est-à-dire qu'il est capable de construire des choses dans son domaine à lui, donc dans l'abstraction, on va dire, intellectuelle, sans qu'il y ait en fait malheureusement de fond réel. Et le plus important, c'est ça aussi, c'est bien effectivement de garder un esprit concret et pragmatique. Et c'est tout l'intérêt justement de ce modèle des 8 circuits. Donc effectivement, voilà, le troisième circuit en sur-régime eh bien, pose des problèmes dans le sens où on est dans une surintellectualisation des choses, on est dans une abstraction intellectuelle qui est bloquante, et surtout on essaie de tout analyser sous ce même prisme en fait. Or, il y a des choses qui sortent du cadre
intellectuelle pure, sortent aussi du cadre scientifique actuel, et pour lesquels, encore une fois, il n'y a que l'expérience en fait qui permet de comprendre, donc comprendre, prendre avec soi, hein, et d'intégrer en fait ce qu'on entend par tout ça. Et c'est tout le problème entre guillemets entre une approche académique classique qui essaie de rester le plus neutre possible, le plus objectif et le plus analytique, et une démarche qui se veut parfois la plus empirique possible, c'est-à-dire qui passe par l'expérience personnelle et l'introspection. C'est un peu un débat sans fin, c'est-à-dire qu'effectivement d'un côté on dira que l'introspection étant subjective et n'a pas de valeur, mais le problème c'est que si on ne passe pas par l'expérience, on aura du mal en fait à se mettre à la place de l'autre personne et à comprendre certaines choses. Voilà, bien entendu, tout ça concerne notamment la psychologie et ainsi que la spiritualité, plus enfin, tout ce qui peut concerner les dimensions des sciences sociales, plus ou moins, voilà. Mais dans les sciences dures, on peut aussi avoir parfois des conceptions intellectuelles trop poussées, notamment en physique. Voilà, il y a des théories un peu aussi farfelues qui, en fait, au bout d'un moment, sont entre guillemets controversées, mais qui existent toujours. Voilà, il y a des gens il y a des physiciens qui ont travaillé à une théorie du tout, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, la théorie du tout, en fait, c'est l'outil d'analyse, l'outil intellectuel, il ne peut pas avoir le tout, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Même si on essaie le plus possible de nuancer et d'avoir cette approche holistique et exhaustive, ce que justement j'essaie de faire à travers ces vidéos, là, en vous parlant, on est pleinement dans le troisième circuit quand même, on va pas se mentir. Bon, mais j'essaie de le contextualiser et d'y amener des éléments qui sont le fruit de mon expérience à travers les autres dimensions. Et c'est là en fait qui est le point, on va dire, le point important à retenir, c'est que l'intellect en tant qu'outil d'analyse, c'est comme un outil de traitement de données qui va classer les données, qui va les manipuler, qui va les assembler, qui va faire des liens, mais il a besoin d'un bon contexte en fait pour fonctionner pleinement. C'est exactement comme ce qui se passe avec les intelligences artificielles, hein, qui sont des outils d'analyse et on pourrait dire de raisonnement, si je peux me permettre. Mais pour qu'elles fonctionnent pleinement, ou plutôt que la réponse nous satisfasse, on a besoin de leur donner un contexte, en fait. Et sans ce contexte-là, sans tous les éléments du contexte, c'est extrêmement difficile d'avoir un jugement le plus complet possible. Voilà. Il faut partir du principe que on sera toujours de l'ordre de l'approximation par rapport à la réalité, mais cette approximation peut essayer d'être la plus juste possible, donc à travers justement le fait de prendre en compte les autres dimensions qui nous composent, de les expérimenter et d'essayer de les intégrer dans un raisonnement qui sera le plus juste possible. D'ailleurs, dans la tradition bouddhiste, il y a dans l'octuple sentier la concentration juste, mais aussi la pensée juste. Donc c'est bien pour signifier le fait que le raisonnement, la pensée, est un outil en soi qu'il faut utiliser à bon escient. Et ça, c'est vraiment tout la problématique avec ce troisième circuit qui peut en plus être parasité par les autres circuits, notamment la partie émotionnelle et la partie du contexte social et culturel dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le quatrième circuit. Donc là, effectivement, en plus, il faut comprendre que le cerveau fonctionne de façon systémique, c'est-à-dire par association d'idées, par association de concepts. Et du coup, parfois, en fait, une idée, c'est plus qu'une idée intellectuelle. Ça peut être carrément ce qu'on pourrait dire un complexe dans le sens psychique du terme, c'est-à-dire une idée rattachée à un affect, à des émotions derrière. Donc, on a cette espèce de complexe idéo-affectif qui est fort, qui peut du coup se cristalliser dans une forme de croyance qui fait qu'il a sa propre inertie dans la psyché de la personne. Et quand on touche à ce complexe, à cette idée cristallisée, eh bien, on a des réactions émotionnelles qui sont parfois vives.
Pour parler un petit peu des types hippocratiques ou naturopathiques, eh bien en fait, ce troisième circuit, c'est totalement ce qu'on appelle le type nerveux. Voilà, alors je précise bien entendu que les types en naturopathie, on les a tous en nous, comme on a tous en nous ces 4 circuits, voire même ces 8. Simplement, chez certaines personnes, il y a comme une impression plus forte dans certains circuits qui fait que tel type ressort un peu plus. Mais en soi, on les a tous quand même en nous, et ce qui nous constitue en tant qu'individu, c'est une association, un mélange de ces nombreux éléments. Et donc, le type nerveux, par essence, c'est vraiment, voilà, c'est le côté très méticuleux, très analytique, très rigoureux. C'est des gens qui sont généralement assez secs physiquement parce que, en fait, quelque part, toute l'énergie vitale du corps est absorbée par l'activité du système nerveux central et de l'encéphale. Donc, en fait, le système nerveux qui va du coup euh, monopoliser énormément d'énergie. Et voilà, on est vraiment sur, par extension aussi, le type cérébral. Et c'est des gens qui peuvent malheureusement aussi avoir une forte tendance à avoir des problèmes plutôt psychosomatiques, à somatiser, on va dire, rapidement, c'est-à-dire avoir des réactions physiques rapides et importantes. Et également aussi, le fait de trop analyser, trop intellectualiser, bah, ça fait qu'on peut trop se focaliser sur des détails, en fait, de certains éléments dans le monde, alors qu'en fait, faudrait y prendre du recul, quoi. C'est totalement le cas, par exemple, des gens qui vont vous dire, mais non, moi, je prends pas l'avion parce que il y a quand même un risque d'accident, même si ce risque est faible, il existe. Voilà, donc là, j'exagère, je caricature, mais dans un certain sens, c'est tout à fait ça. C'est du coup, c'est la pensée cérébrale analytique poussée à son extrême qui peut entraîner une forme d'inertie. Parce qu'en fait, à force de trop analyser les choses, à force de trop, entre guillemets, trop penser, en fait, quelque part, eh bien, on risque de tomber sur des choses négatives. On risque de passer son temps à se focaliser uniquement sur des choses négatives. Alors qu'en fait, en prenant du recul, en prenant de la hauteur, en ayant donc une vision plus globale, on est d'autant plus capable de relativiser nos raisonnements. Pour refaire un parallèle au niveau cérébral, en fait, on a une partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, qui, on va dire, correspond à ça, c'est-à-dire l'analyse qui tourne en boucle de façon répétée. Vous savez, l'idée de... il y a un livre d'un Québécois qui s'appelle Pansouillard le hamster. En fait, c'est ça. Il y a ce petit hamster qui tourne dans notre tête, là, qui tourne et qui ressasse, qui ressasse, qui ressasse. Alors, c'est important qu'il y ait un processus de ressassement, dans le sens où il y a un processus d'analyse et de digestion de certains événements, de certaines pensées, mais quand c'est un peu trop poussé, au bout d'un moment, ça devient paralysant, en fait. Voilà. Et par la méditation, notamment, aussi, pourquoi pas, je pense, la relaxation, mais on peut activer une autre zone du cerveau qui s'appelle la zone préfrontale et qui va donc nous permettre d'avoir justement à développer une vision plus globale des choses, quoi. Bon. Ça, c'était pour la petite parenthèse neurologique. Encore une fois, je m'excuse s'il y a trop d'approximations, mais c'est quand même effectivement pour rappeler que notre cerveau est très complexe et qu'on a besoin du raisonnement, mais que le raisonnement ne doit pas devenir euh, devenir un élément complètement bloquant. Alors, pour revenir aussi sur le développement de l'individu, eh bien, en fait, pour récapituler un petit peu, le premier circuit, c'est vraiment le stade du nourrisson, hein, du petit bébé. Ensuite, le deuxième circuit, on a un jeune enfant qui commence à bouger, qui commence à muscler, entre guillemets, son corps, qui explore le monde, qui se confronte aussi à autrui, avec la notion de territoire, bon, on en parlera après. Et après, dans le troisième circuit, il y a le développement de et l'acquisition du langage, avec toute la partie réflexion qui sera aussi, bien entendu, développée avec le temps. Donc, le troisième circuit, c'est vraiment l'apprentissage, c'est vraiment la curiosité, voilà. Et je pense qu'effectivement, quand on dit qu'on n'utilise qu'une partie de notre cerveau, bah, c'est parce qu'en fait, peut-être que socialement parlant encore, on a tendance à se focaliser que sur une partie
des choses, et si on n'utilise pas complètement tous nos circuits, peut-être qu'effectivement, ça peut donner l'impression qu'on n'utilise pas pleinement nos capacités cérébrales. En tout cas, ça pourrait faire tout à fait sens. D'où le fait, encore une fois, que pour moi, l'intérêt de ce modèle des 8 circuits de conscience, c'est aussi quelque part de nous donner un espèce de socle, de, de feuille de route, entre guillemets, pour comprendre les liens entre les différents domaines, peut-être pratiquer un peu plus certaines choses si on ne le fait pas, et également aussi nous-mêmes peut-être mieux utiliser notre potentiel en fait d'être humain et d'être plus complet en fait en tant qu'individu. Alors pour parler notamment un petit peu de la partie intellectuelle et du langage, eh bien, effectivement, les mots qu'on va utiliser, les constructions qu'on va faire autour des mots, c'est fondamental. Et si c'est utilisé à bon escient, on a quelque chose qui est tout à fait intéressant, mais et c'est pour ça que moi j'essaie toujours de comprendre un petit peu ce que les gens veulent signifier par certains mots. L'idée c'est vraiment, voilà, pour désamorcer un petit peu certains raisonnements, c'est exactement comme ce que faisait Socrate, il faut poser des questions pour essayer de comprendre et pour amener la personne à comprendre ce qui se passe, à entraîner un processus de réflexion dans un processus de réflexion, en fait. Vous voyez, du coup, en posant des questions, en analysant la structure du discours de la personne et notamment des mots qu'elle emploie, petit à petit, on va arriver à toucher un peu à l'essence des choses qu'il y a derrière, à l'idée, et là, on a un point de basculement vers justement le monde des idées, si je peux me permettre, dans un sens platonicien du terme, avec effectivement l'intuition qu'il y a autre chose derrière la réalité et que les mots que nous utilisons, les concepts en fait, sont des approximations de ce monde des idées. Pour autant, bien sûr qu'on a besoin de ce raisonnement, de cette analyse, de cette rigueur. Sans cela, on n'aurait pas développé tous les outils que nous utilisons actuellement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, notre cerveau est un outil formidable. Et je dirais même plus, nos cerveaux ensemble, fonctionnant donc de façon collective à travers une association productive du troisième et du quatrième circuit, eh bien, du coup, on a comme une espèce de super cerveau collectif qui est capable de matérialiser, de concrétiser en fait des idées créatives, des idées novatrices pour nous permettre d'être au stade où on est aujourd'hui en tant qu'espèce. C'est ça qui est aussi tout très étonnant en fait à travers la redécouverte aujourd'hui du chamanisme, du reiki, entre autres, c'est que c'est grâce à la modernisation de nos outils qu'en fait on a popularisé l'accès en fait à tout ça et que maintenant des textes ou des œuvres qui étaient il y a très longtemps difficiles d'accès le sont totalement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce de bibliothèque vivante à travers Internet qui est formidable, en fait. C'est ça qui serait qu'on devrait utiliser à meilleur escient, c'est-à-dire comme un outil d'apprentissage puissant. Et c'est exactement aussi moi, comme ça que je conçois les intelligences artificielles, c'est-à-dire que c'est des outils d'apprentissage, c'est des outils d'analyse, c'est un support, ça ne remplace pas notre raisonnement, mais en tout cas, ça nous permet de faire des choses qui sont tout à fait intéressantes. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, on est dans une période de révolution au niveau technologique, mais l'avenir, en tout cas, me paraît tout à fait intéressant par rapport à ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir ce troisième circuit? Eh bien du coup, de temps en temps, il va falloir effectivement mobiliser son énergie ailleurs. Donc, en l'occurrence, en activant ce troisième et septième circuit, qui sont un couple, on va dire, un binôme, pardon, intégrateur, analytique et transformateur en fait, dans le sens où à travers eux, on perçoit effectivement le fait que la réalité que nous constatons a une forme invisible avec des principes universels que l'on retrouve à travers les différentes cultures et qui font que peu importe le langage ou la langue qu'on utilise, peu importe notre culture, notre tradition ou nos pratiques, on arrive à parler, à échanger et à comprendre qu'en fait, sur le fond, il y a une espèce
de vraie réalité qui est commune. Alors, quand je dis vraie réalité, j'entends justement ce monde des idées, c'est-à-dire ce monde universel et des archétypes propres au septième circuit qui se matérialisent en fait à travers la dimension du troisième circuit, et donc dont on est capable en fait d'en toucher un petit peu l'essence et de pouvoir la travailler et pour ainsi dire presque la transmuter à notre niveau. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant. Et pour moi, le travail autour des 8 circuits de conscience est complètement ça. C'est-à-dire, bon, effectivement, peut-être et avant tout un travail intellectuel, mais c'est pas complètement négatif en soi, mais c'est vrai que on se rend compte qu'effectivement, notre pensée, en tant que groupe, elle évolue, elle se structure, elle intègre de nouvelles choses. Et là, on le voit à travers le modèle des 8 circuits de conscience, avec un cheminement des pensées. C'est comme si en fait le modèle avait sa propre vie et qu'il est alimenté par les différentes personnes qui réfléchissent dessus, dont notamment les auteurs majeurs euh, auxquels je fais référence. Il y en a peut-être d'autres que je connais pas encore, hein, mais qui sont un peu comme moi, et qui ont donc du coup nourri ce modèle des 8 circuits de conscience. Et là où justement on pourrait aussi se focaliser, c'est que se passe-t-il quand ce troisième circuit n'est pas suffisamment utilisé? Eh bien, déjà, je pense que il peut y avoir des choses, il y a des choses qui paralysent en fait le fonctionnement d'individus. Vous avez peut-être déjà entendu parler des pensées limitantes, et ces pensées limitantes en fait deviennent comme des croyances. Elles peuvent naître de la confrontation de l'individu avec son environnement, sans qu'il le veuille. Donc ça peut être quelque chose comme un parasitage qui vient du quatrième circuit, une croyance, on va dire, culturelle ou sociale, qui est du coup intégrée dans le schéma cognitif de la personne, qui du coup va construire, j'insiste sur le thème, qui va construire sa propre réalité autour de cette croyance et de cette pensée. Et pourquoi elle serait limitante? Eh bien parce que tout simplement, cette pensée, cette croyance va en fait structurer le fonctionnement d'individu et l'empêcher de, de vivre pleinement sa vie en tant qu'individu, et peut-être même de se sentir bien parfois, ou peut-être même de démarrer une nouvelle carrière. Il y a une américaine qui s'appelle Baron Katie qui fait tout un travail, justement, elle appelle ça The Work, autour des pensées limitantes. C'est vraiment très intéressant. Je vous invite à vous y intéresser, à essayer vous-même cet exercice. Et l'idée, c'est vraiment de déconstruire ces pensées. C'est-à-dire d'utiliser le troisième, ou plutôt le binôme, allez, on va dire le binôme, septième, troisième circuit, pour déconstruire ces pensées limitantes en raisonnant sur ces pensées, en les poussant jusqu'au bout, en fait, pour voir à quel point, effectivement, eh bien, elles sont limitées, en fait. Et du fait elles sont limitantes parce qu'elles sont justement limitées, elles sont pas complètement vraies, vous voyez. Et du coup, elles ont notamment un impact négatif sur la personne. Alors, bien entendu, après, on va dire, oui, mais c'est bien, mais c'est vraiment un jeu cérébral. Il faut passer à l'action derrière. Mais c'est tout à fait juste. Il faut activer ses autres circuits, et notamment le deuxième circuit, on en parlera après. On a besoin de passer à l'action, on a besoin de mouvement, on a besoin d'une dynamique, mais on a besoin de ce moteur, de ce moteur émotionnel qui va, euh, qui va se déclencher. Et parfois, le fait d'avoir un déclic mental, ça peut justement favoriser le déclenchement de ce moteur qui est sinon paralysé, en fait. Vous voyez. Et c'est là aussi qu'on constate à quel point, en fait, nos capacités mentales supérieures, notre cognition, eh bien, ça peut être notre piège en tant que... C'est notre piège en tant qu'être humain, ce qui fait qu'on est capable du pire, enfin, comme du meilleur, je veux dire, hein, voilà. C'est... on peut être assez facilement manipulable, on peut être assez facilement influençable, et voilà, le cerveau a cette capacité, cette plasticité, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a aussi la possibilité de déconstruire des schémas, en fait.
de déconstruire des schémas et de repartir sur de nouvelles bases. Et je pense aussi que donc les gens qui ont ce circuit peut-être en sous-régime, ils peuvent s'imaginer qu'ils ne font peut-être pas suffisamment confiance sur leur propre raisonnement. Et je ne vais pas parler de capacité intellectuelle ou de QI, parce que pour moi, tout cela est corrélé avec, premièrement, de l'entraînement, c'est-à-dire que c'est comme un muscle en fait. C'est vraiment comme un muscle. Il faut l'entraîner. Il peut y avoir aussi un lien avec, bon, un petit peu avec l'alimentation, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais il peut y avoir aussi un lien avec tout simplement le contexte en fait, dans lequel la personne a grandi. Et donc du coup, sans qu'il y ait forcément de pensée limitante, il y a eu des phénomènes d'identification au groupe. Et là, on retouche à la question de l'épigénétisme, c'est-à-dire qu'effectivement, le contexte, l'imprégnation sociale a un rôle structurant et fondamental en fait chez l'individu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses qui sont dans l'inconscient et qui vont là, qui vont compenser tout ça. Donc est-ce qu'il est possible de réactiver son circuit, de faire confiance à son propre jugement? Oui, tout à fait. Parce qu'il faut d'abord avoir la confiance. Il faut avoir la confiance et il faut avoir effectivement, il faut avoir l'idée et j'ai envie de dire la croyance, mais dans le bon sens du terme, la foi qu'on est capable de mieux utiliser son cerveau et mieux utiliser nos capacités mentales. Mais effectivement, pour cela, le contexte va jouer et aussi le fait de, quelque part, de comprendre que notre cerveau, en fait, c'est comme un ordinateur, en fait, vous voyez. Et donc, il faut que l'intention soit... C'est un outil. Il faut que l'intention soit dans la bonne direction pour bien utiliser cet outil. Et c'est sûr qu'après, si on est sur des pensées limitantes du style que de toute façon, je suis comme ça et je ne peux pas changer, ça va être compliqué. Et là, on est vraiment typiquement dans le cas d'une pensée limitante. Donc là, est-ce qu'on peut aller contre ça? En fait, non. Il ne faut jamais aller contre, parce qu'en fait, en allant contre, on renforce en fait la chose. L'idée, c'est peut-être de poser des questions et d'y aller de façon indirecte, en fait. Et donc voilà, c'est toute comment dire, l'intérêt, le côté tellement compliqué et à la fois fascinant de ce troisième circuit, ce circuit intellectuel, qui est très important, crucial de garder, et surtout quand vous allez, si vous ne l'avez pas encore fait, mais quand on va commencer à parler, à explorer, pardon, ces dimensions supérieures, il faut garder tout le temps son esprit critique, en fait. Tout le temps, tout le temps. Mais il faut être capable aussi de faire le vide mental. C'est-à-dire qu'il faut être dans la perception juste et la pensée juste. D'accord? Mais c'est important d'avoir son esprit critique et un esprit d'analyse, tout simplement pour éviter de tomber dans des pièges ou dans des fausses routes. Alors, c'est pas forcément dramatique en soi, on est d'accord, mais ça peut quand même nous éviter peut-être certains problèmes. Voilà. Mais pour le coup, ça peut être vraiment fondamental de le faire. Et moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à faire notamment des voyages chez Manico Tambour. C'est-à-dire que je me laissais porter par l'expérience et j'avais quand même en moi cette volonté cette intention de comprendre c'est quoi les esprits. Vous voyez ce que je veux dire? Et le monde d'en bas, mais en fait, qu'est-ce qu'on entend par le monde d'en bas? Il est où, en fait? Vous voyez, c'est complètement ça quand on a cette démarche intellectuelle et qu'on touche justement à cette expérience de changement d'état de conscience propre à ce sixième circuit, on se pose des questions, quoi. On va dire ça, voilà. Mais encore une fois, l'important, c'est l'expérience et la réalité, en fait. Et la réalité de l'expérience. C'est ça qui est le plus important. Le troisième circuit, s'il est mal utilisé, il peut donc nous mettre dans une situation d'inertie où quelque part, en fait, on est trop focalisé sur le système de pensée du moment. Or, en fait, et ça, les bouddhistes en parlent, et notamment le taoïsme et plein de grandes traditions et philosophies, tout est tout le temps en train de bouger, en fait. Et notre pensée aussi, elle a le droit d'évoluer, elle a le droit de changer. Et c'est tout à fait normal, en fait. Donc il faut laisser ce flux, en fait, se mettre en place. Et ça marche uniquement si ce troisième circuit fonctionne bien en harmonie avec les autres, dont notamment le deuxième circuit, entre autres. Et donc, je terminerai là-dessus en disant que comment favoriser le bon fonctionnement de notre troisième circuit? Eh bien, soyez curieux, intéressez-vous, lisez des choses sur
comment dire, sur des domaines différents, des sujets que vous n'avez peut-être jamais encore abordés. Tout ça va développer votre plasticité cérébrale. Il y a plein de scientifiques aujourd'hui qui sont à la base enfin, qui sont et qui restent des gens extrêmement rigoureux dans leurs pratiques et dans leurs travaux scientifiques, mais qui donc se permettent, entre guillemets, enfin plutôt qui ont cette sensibilité de s'intéresser à la spiritualité, au paranormal, et de prendre en considération qu'il y a effectivement peut-être une autre réalité, d'ailleurs c'est-à-dire celle qu'on essaie de construire et d'analyser présentement, vous voyez? Et donc, eh bien, eux peuvent le faire, j'ai envie de dire, eh bien nous aussi on peut le faire, voilà. Sur ce, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour la suite, et d'ici là, bah, prenez soin de vous. Au revoir.